je vais aborder avec vous beaucoup plus l'histoire, on va quelque part dire l'histoire de l'islamisation en France depuis un certain nombre d'années. Et François nous a rappelé le contexte de l'entreprise, les enjeux du fait religieux. Et maintenant, je voudrais aborder cette question de toutes les conditions qui ont conduit aujourd'hui à un paysage très différent de la réalité islamique. Que ce soit les préceptes vestimentaires, alimentaires, la place de la religion, la liberté d'expression, de conscience, le statut de la femme, les relations avec les fidèles d'autres religions. Maintenant, depuis 40 ans à peu près, les élites politiques, religieuses et médiatiques se voient sans cesse confrontées, on voit, au défi d'une religion puissante qui n'a jamais cédé. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Pas grand-chose, ces élites. Et il faut bien dire qu'aujourd'hui, on constate une absence, surtout dans les faits. Alors, je vais m'appuyer sur plusieurs documents. Vous voyez que c'est un peu des pavés que j'ai lus. L'histoire de l'islamisation française de 1979 à 2019, c'est un ouvrage collectif. C'est intéressant parce que c'est d'année en année, donc un peu qu'est-ce qui se passe dans notre société. Il est à la librairie là-haut. Et puis sur la question de l'immigration, parce que c'est intimement lié, la France interdite de Laurent Oberton, qui est une mine de renseignements sur la réalité de cette immigration. Alors là, il y a énormément de documents, de sondages, de résultats. Je me suis appuyé aussi sur le récent document du Sénat sur quelque chose que vous avez peut-être entendu sur le rapport du Sénat de juillet, si vous l'avez lu ou pas, qui propose à peu près une cinquantaine de propositions pour lutter contre le radicalisme islamique. Certaines sont bonnes, d'autres, je l'espère, ne vont pas porter à préjudice sur le monde catholique, entre autres. Voilà. Donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Je n'ai pas écouté hier ce qu'a dit notre président, mais il y a une prise de conscience de quelque chose qui est en train d'arriver. Voilà. Alors, depuis la fin des années 60, à peu près, donc l'islam est venu en France dans on va dire, les bagages des émigrés, et on va essayer de regarder quelques grandes dates. En gros, après les 30 Glorieuses, fort tôt d'émigrés, on a un plateau d'émigration, mais par le regroupement familial, une structure identitaire va se mettre en place. Alors, à cette époque, on parlait essentiellement des émigrés et pas de l'islam. L'islam n'était pas dans le paysage. Pour les politiques, les émigrés faisaient partie de la classe populaire et ouvrière, et pour l'Église, le souci n'était pas de prendre en compte l'âme de ces personnes, de ces populations, mais leurs conditions sociales et matérielles. On était majoritairement, on va dire, militants de gauche. Voilà. Alors, l'affaire des foulards de Creil, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'année 89, va venir bousculer quelque chose qui n'existait pas, c'est-à-dire le religieux vient défiler dans les rues. Et donc ça a été un peu un basculement, on peut dire, 1989. L'affaire de ces foulards a bousculé effectivement que ce soit les syndicats, que ce soit les hommes politiques, etc. Et à partir de 90, jusqu'à ces dernières années, et jusqu'à encore aujourd'hui, s'est mis en place des instituts de sondage pour essayer de suivre un petit peu toutes les évolutions.
Donc l'IFOP, bien sûr l'INSEE, l'INED, etc., vont essayer de voir comment évolue cette population musulmane. Et c'est ce dont je voudrais vraiment vous parler là-dessus. Alors, la question, c'est, d'après vous, qu'est-ce qui a le plus augmenté en France durant les périodes 99 à 2015, on pourrait presque dire même jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est la population française de souche? Est-ce que c'est la population d'origine turque? Est-ce que c'est la population d'origine maghrébine? Ou est-ce que c'est la population d'origine subsaharienne? Je vous pose la question, vous votez A, B, C ou D sur votre petit boîtier. Vous n'avez qu'une seule réponse. Voilà, vous êtes déjà à peu près une vingtaine à avoir répondu. On va attendre encore un petit peu. Je ne sais pas combien il y a de boîtiers. 45. 45, d'accord. Voilà. On a vu une cinquième question, réponse. Alors, A, B, C ou D. Donc tu as sur le... Voilà. Donc, il a fabriqué une E, et parce que donc, la seule qui serait intéressante, ça serait donc la population musulmane. Oui, alors on va y venir, mais je vais vous y amener. Patience. Patience. Bien. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, eh bien, vous êtes, il faut que je mette mes lunettes, malheureusement, mais un certain nombre, 50%, avoir répondu la population d'origine maghrébine. Eh bien non. Alors regardons un petit peu l'évolution des populations en France, d'après l'INED, qui est l'Institut national d'études démographiques, et l'Institut national de la statistique et des études économiques. Vous voyez que la population française de souche a augmenté à peu près de 5%, d'origine turque 40%, d'origine maghrébine 46%, mais la population d'origine subsaharienne, c'est celle qui a augmenté le plus. Alors essayons de voir un petit peu sur le graphe suivant. Je m'excuse, je vais vous donner beaucoup de chiffres, j'espère que je ne vais pas vous noyer là. Mais comme on peut le constater là sur cette courbe de l'INSEE, la première vague, il y en a plusieurs, il y a eu plusieurs vagues d'émigration, mais la première, c'est le pic de l'émigration européenne. Dans les années 30, ça concerne une émigration essentiellement européenne de l'Est ou du Sud, et la référence religieuse à l'époque est chrétienne, et grosso modo, on voit dans les statistiques qu'au bout d'une génération, l'intégration se fait. La deuxième vague qui va arriver, c'est dans les années 70, après les indépendances de certains pays, et ça atteint un palier autour des années 80 et jusqu'à 90. Deux décisions lourdes de conséquences vont être prises à ces époques. En 1976, l'application du regroupement familial, et en 1983, la disposition concernant la double nationalité. Et donc ceci, il faut le retenir, a modifié un petit peu la présence de certaines populations en France. Donc en règle générale, les populations nord-africaines sont plutôt musulmanes, mais en général à cette époque, assez peu instrumentalisées. Il y a des éléments extérieurs, mais qui sont extérieurs à la France, qui vont jouer un rôle, on va le voir. Ça va être la guerre des 6 jours en 1967, bien sûr. Ça va être Khomeini en 1979. Ça va être aussi la déclaration des droits islamiques en 1990. Tout ça est un peu extérieur à la France, mais ce sont des influences extérieures qui vont avoir des conséquences sur les populations musulmanes en France. L'influence salafiste et des frères musulmans va commencer à apparaître, à peu près à ces époques-là, mais est encore marginale.
La troisième vague d'immigration, c'est nord-africaine et africaine, apparaît dans les années 2000, amplifiée par une immigration moyen-orientale liée à des conflits, la guerre d'Irak, la guerre d'Afghanistan, la guerre de Syrie, etc., etc. Et donc l'effet double nationalité, regroupement familial va se conjuguer, bien sûr, et le flux migratoire avec l'Afrique du Nord ne se fait alors pas du tout par ce qu'on entend, les boat people et autres, mais beaucoup plus de façon, j'allais dire, naturelle, par des visas touristiques, et puis les gens restent sur place, et l'hébergement, etc. C'est là, j'allais dire, l'immigration la plus importante en chiffres. L'international islamique va se mettre en place et va partir à la conquête de l'Occident. Jean-Frédéric Poisson l'explique bien dans son livre, hein, vous l'avez à la librairie. Alors peut-être une précision, c'est le droit français, il autorise la double nationalité et n'exige pas qu'un étranger devenu français renonce à sa nationalité d'origine. Et donc il en va de même pour les descendants d'étrangers nés en France qui deviennent automatiquement français à leur majorité, mais aussi peuvent conserver leur nationalité d'origine à cette occasion. Donc vous voyez que ça va planter comment dirais-je, un environnement social par ces deux petites choses, regroupement familial et binationalité, qui vont être lourdes de conséquences. On va le voir par la suite. Alors, regardons sur cet histogramme, on peut constater l'évolution de 1990, le premier là, à 2017, des populations musulmanes venant du Maghreb, de Turquie, d'Afrique noire, par rapport aux autres populations, parce qu'il faut situer aussi un petit peu ça. Alors, on le voit, on passe, j'ai pris les pays où c'est majoritairement musulman. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des chrétiens dans ces populations et il n'y a pas des musulmans dans les autres comment dirais-je, provenances. Mais grosso modo, on est passé de 35% à 41% en 27 ans. On constate, comme on le montrait tout à l'heure, que la croissance de la population subsaharienne, vous voyez, c'est ce qui est ici en Haute-Afrique, hein, eh bien, est la plus importante. Et donc, je reviendrai sur les binationaux. C'est un article, je crois, de Séverine Labat, qui est aux presses de Sciences Po, qui dit que le chiffre des binationaux franco-algériens est estimé à la fois par l'Algérie et à la fois par la France à peu près à 4 millions de personnes. Et c'est, je crois, un rapport d'une commission de l'Assemblée nationale qui était présidée par Elisabeth Guigou, je crois, en 2015, qui estimait à 700 000 le nombre de franco-marocains. Donc ça vous donne quelques repères, quelques chiffres, en fait, sur cette réalité-là. Et ça veut dire quelque chose de très important. C'est le poids sociétal qui va se jouer là. Par exemple, eh bien, pour l'Algérie, le vote de ses émigrés, ou pour la France, le vote de ses binationaux. Par exemple, alors ils s'en mordent un peu les doigts aujourd'hui, mais le million de Turcs qu'il y a en France, qui sont binationaux, ont voté à 75% pour Erdogan. Et aujourd'hui, ils se disent, mince. Mais vous voyez qu'il y a eu effectivement en Allemagne, où il y a 3 millions de Turcs, une influence beaucoup plus forte et une tension qui s'est faite entre Merkel et Erdogan sur la présence du vote turc par rapport à la Turquie. Bon. C'est ceci simplement pour préciser un peu un certain nombre de choses. On peut constater sur cet autre histogramme que si l'émigration venant du Maghreb en 68 est essentiellement des travailleurs,
des gens qui viennent travailler en France. La jeunesse de ces pays fuit le carcan de ces pays. Vous voyez, par exemple, en vert, les jeunes, là c'est des 0-17 ans, là c'est les Algériens. Et vous voyez qu'au fil des années, cette proportion augmente fortement. Vous voyez dans l'histogramme. Eh bien, ça signifie quoi? Ça signifie que l'émigration des jeunes est beaucoup plus importante. Et donc, l'aspiration de cette jeunesse fait qu'ils rêvent de partir en Europe. Souvent, ces pays ne donnent pas les possibilités à ces jeunes de s'insérer, de se... Voilà. Alors, quelque part, on peut se poser la question, pourquoi autant d'enfants, hein, si on ne peut pas les nourrir, mais je rappelle quand même quelque chose qui est impressionnant, c'est qu'en 1974, pardon, devant la tribune de l'ONU, Boumedienne déclarait, j'allais dire presque un acte de guerre. Un jour, je cite, des millions d'hommes quitteront l'hémisphère sud pour aller dans l'hémisphère nord, et ils n'iront pas là-bas en tant qu'amis, parce qu'ils iront là-bas pour le conquérir, et ils le conquériront avec leurs fils. Le ventre de nos femmes nous donnera la victoire. Ceci a fait que, si on regarde un peu les statistiques, 5 millions à peu près de musulmans en France, ça représente 0,4% de la population mondiale, hein, musulmane. Donc c'est insignifiant. Pour comprendre le monde musulman, il ne faut pas le regarder qu'avec les lunettes européennes ou françaises. C'est d'abord et avant tout des grands ensembles comme l'Indonésie, le Pakistan et compagnie qui sont, j'allais dire, qui représentent la population la plus importante. En Europe, à peu près 11 à 15 millions. Et ce qui est intéressant sur cette carte, je vous l'ai montré, c'est que vous voyez, il y a un petit camembert, je prends la France, c'est ce qui est estimé au niveau de la population musulmane. En orange, c'est quand on interroge les gens. Ils disent, on leur dit, il y a combien de musulmans en France? Eh bien, eux, ils répondent 31. Et dans les faits, vous voyez que c'est beaucoup moins, 8. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a un effet comment dirais-je, d'amplification du nombre des musulmans en France. Alors, qui est dû à quoi? Pourquoi cet écart entre la population réelle et la population estimée? Eh bien, tout simplement, c'est l'influence croissante des courants fondamentalistes, les salafistes, des frères musulmans, financés entre autres par les pétrodollars. C'est la laïcisation aussi fanatique et destructive des valeurs chrétiennes, il faut le dire. C'est une perte de liberté d'expression qui assimile toute critique de l'islam à de l'islamophobie. Or, l'islamophobie ne signifie pas, bien sûr, la même chose. Discriminer une personne et critiquer une idéologie, une religion, c'est pas la même chose. Or, on s'aperçoit que dans le débat aujourd'hui, il est extrêmement difficile d'avoir des débats contradictoires parce qu'ils sont judiciarisés, je ne sais pas comment on peut dire ça, et donc, quelque part, il n'y a plus de possibilité de confrontation, de discussion, de partage, ce qu'on appelle la disputation autrefois, et qui est la critique scientifique. Tous les scientifiques font ça dans les congrès, etc. On n'est pas d'accord avec telle hypothèse, et on les argumente. Et ça, c'est compliqué aujourd'hui. Voilà, et donc, vous voyez qu'il y a des surenchères. Je vous cite là, ici, sur les 256 boucheries bruxelloises, 55% sont halal, alors que la Belgique n'a que 6% de musulmans. Donc il y a un effet d'amplification qu'on voit par la médiatisation de beaucoup d'autres domaines. Voilà. Alors, j'ai envie de vous poser la question très politiquement incorrecte. Quelle est mon attitude vis-à-vis des musulmans? A, je n'ai pas l'occasion de les rencontrer. B, je suis indifférent. C, je suis critique vis-à-vis d'eux, car ils ne veulent pas s'intégrer. Voilà, donc c'est totalement anonyme, donc personne ne sait ce que vous votez. Et s'il n'y a aucun des trois, vous votez aucun des trois.
Voilà. Donc c'est en fait la question qu'il y a derrière, c'est simplement pour vous faire rebondir aussi, et puis ça me permet de savoir un peu. Voilà, on est presque. Ah, on voit que là, on a peur hein, de répondre. Il manque un dé. Il manque un dé. Voilà. Alors, ce qui sort, c'est « je suis critique vis-à-vis d'eux car ils ne veulent pas s'intégrer ». C'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres qualités que je vois. Si vous voulez, là, sur ces questions, je vous ai fixé les questions. Elles sont choisies. Là, je fais le patron. Et donc, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que vous dites rejoint ce que je vais vous dire maintenant sur les trois causes principales de rejet d'une population française qui se rend compte de certaines choses. Voilà. Alors, c'est le refus de l'intégration, c'est l'affichage culturel et c'est le communautarisme. Donc, on va essayer de regarder ça. Alors, ces trois objections, vous voyez, sont à 88% en 2010, et ce qui est étonnant, à 68% en 2010, 80% en 2017. On voit monter ces causes de rejet. Les trop fortes différences culturelles, on est passé de 40% en 2010, 52% en 2017. Le regroupement dans certains quartiers, 37% à 47%. Vous voyez, ce qui veut dire quoi? C'est des tendances, mais ça veut dire qu'il y a comme cette émigration massive a renforcé hein, quelque part ce rejet. On est passé de l'émigration économique au regroupement familial et à une forme de colonisation, peut-être même une forme de libanisation de la France. Et si vous voulez, c'est pas moi qui le dis, le rapport du Sénat, je ne fais que sortir ces documents, même l'intervention du président là-dessus, il y a une prise de conscience. Hein. Un rapport de 2020 qui a été donné par la DGSI à Castaner, qui était alors ministre de l'Intérieur, il n'y a pas très longtemps, montrait qu'il existait à peu près 150 quartiers islamiques qui sont vraiment en rupture avec la République. En octobre 2019, par exemple, on a découvert qu'un banal informaticien au sein de la préfecture de police de Paris a tué 4 personnes, alors qu'il avait l'air tout à fait normal, au nom d'Allah. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine peur. 74% des Français jugent l'islam intolérant et incompatible avec les valeurs de la société française. Ça, c'est un rapport un sondage de l'Ipsos. En 2017, c'est 80% qui considèrent que l'islam vécu actuellement n'est pas compatible. 70% des musulmans français considèrent que l'islam n'est pas compatible avec la société française. Vous voyez qu'il y a une espèce de parallèle et un ping-pong. Et c'est vrai que si on regarde un peu plus précisément en fonction des familles politiques, vous voyez que vous avez des pourcentages qui varient forcément entre ces familles politiques. Ce que je veux souligner par là, c'est qu'il y a une rupture de démocratie entre peut-être les élites politiques et religieuses et le peuple. Et donc, ces peurs, est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce qu'elles sont fondées? Est-ce qu'elles sont simplement psychologiques? On ne peut pas les nier, et il faut donc essayer de les objectiver, de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est objectif, ce qui ne l'est pas. Alors la répartition, bien sûr, est non homogène, hein. Elle peut atteindre 4 à 6% dans certains endroits, et on voit bien que tous les gens qui ont essayé de dire dans ces quartiers où on essaye de favoriser, on a quand même dépensé à peu près entre Rocard et Borloo 100 milliards d'euros qui ont été investis par exemple dans les banlieues. 100 milliards d'euros, c'est ce qu'on veut investir aujourd'hui pour redémarrer l'économie. C'est pas rien, 100 milliards d'euros. Alors qu'est-ce qu'il en est? On est passé, c'est un échec finalement, on est passé des incivilités aux attentats ou à une certaine insécurité ou une influence, etc. Donc
voilà, c'est cette perception, le WZB, c'est un institut allemand qui est à Berlin, de sociologie, qui a à peu près 160 chercheurs, qui est financé à la fois par la ville et par l'État fédéral d'Allemagne, montre qu'effectivement, il y a beaucoup j'allais dire, de peur. Vous voyez, 20% des musulmans sont assimilés, en gros, d'après l'enquête du WZB, et respectent la loi républicaine avant la charia. 73% disent que les lois d'Allah sont supérieures aux lois de la République. Et 82% disent qu'il n'y a qu'une seule interprétation du Coran. Ce qui signifie que, on voit bien, la communauté musulmane est travaillée elle-même et se trouve, vous voyez, il y a une vraie confrontation. Voilà. Alors, les divers courants islamiques, c'est impossible de rendre compte ici de la multiplicité des courants de l'islam en France. Je peux faire un tour d'horizon, mais grosso modo, il y a l'islam consulaire, je ne vais pas développer ça, mais l'islam consulaire, c'est traditionnellement inscrit dans le paysage national, avec les premières générations d'émigrés. Donc c'est la pratique d'une religion, mais en lien avec le pays d'origine. Voilà. Et donc là, on a la grande mosquée de Paris, qui dépend de l'Algérie, beaucoup de mosquées qui dépendent du Maroc. Il y a, on va dire, c'est l'islam consulaire. Voilà. Deuxième, l'islam des frères musulmans. Alors, cet islam des frères musulmans, elle a essayé de combler un déficit de représentativité de l'islam consulaire à partir des années 80. Comme je vous le disais tout à l'heure, les années 80 ont été un peu un tournant. Et donc, cette mouvance est très structurée, investie dans des associations caritatives, d'entraide, des associations sportives, des associations, comment dirais-je, syndicales ou autres. Et là, on le voit bien, il y a une vraie islamisation qui se passe avec l'UOIF. Ils ont à peu près 200 associations, 60 mosquées, etc. Bon. Ensuite, vous avez le tabligh. Je passe parce que ça serait un peu long. Lui, il a rencontré un vrai succès dans les années 70. Mais c'est, comment on pourrait appeler ça? C'est un peu les témoins de Jéhovah de l'islam. Ouais, c'est une façon de parler, mais eux, ils sont plus auprès d'une jeunesse en déshérence morale. Les chanteurs de rap, c'est les sportifs de haut niveau, vous voyez, voilà, c'est un peu ça. Bon, je passe un peu rapidement là-dessus. Hein, et puis, vous allez enfin avoir les salafistes et les chéristes. Alors là, c'est à peu près 30 lieux de culte en 2000, en France. C'est à peu près 10 000 fidèles, qui est un chiffre en augmentation. Hein, voilà. À la différence des salafistes, parce qu'il y a des sous-classes là. Donc les salafistes djihadistes, eux, qui sont plutôt idéologiquement proches d'Al-Qaïda, mais vous avez des salafistes qui défendent une position parfois apolitique et non violente, et qui sont un peu entre les deux. Hein. C'est une moyenne d'âge assez jeune, autour de 30 ans à peu près, et c'est une minorité assez active et militante, hein, etc. Bien. Là, sur cette carte, vous voyez un petit peu l'évolution de l'implantation de mosquées ou de centres dans les années donc 80, et puis là, c'est dans les années 2008, et aujourd'hui, dans les années en 2019. Vous voyez qu'on voit que c'est pas le Covid, parce que la carte est rouge écarlate, mais là, c'est vert. Bon, mais on voit bien aujourd'hui la montée de l'islamisme en France. Alors, les différents profils de musulmans. Il existe bien évidemment une hétérogénéité des profils de musulmans, et alors rien ne serait plus faux que de stigmatiser dans tel ou tel profil.
Alors, je vais vous poser une question. Quel est le pourcentage de musulmans qui se trouvent en rupture avec les valeurs de la civilisation française? Tout à l'heure, je vous ai donné un chiffre qui est passé comme ça. Bon, c'était savoir si vous suiviez, quoi, finalement. Enfin. Mais en gros, 5%, 10%, 20%, 50%, 80%. Et puis je vais commenter cela, parce que qu'est-ce que ça veut dire en rupture? Et qu'est-ce que ça veut dire... voilà, il faut le préciser un petit peu. Ceci, pourquoi? Parce que le paysage pour l'entreprise, des futurs employés, des futures personnes qui vont venir travailler, est en train de changer. Et donc si, grosso modo, parfois, dans les années 70, la population immigrée ne se référait pas à l'islam et donc ne posait pas trop de questions au niveau de l'entreprise sur les questions religieuses, aujourd'hui, cet environnement a changé. Alors, là, on est à 80%, 43%, la majorité, 40%, enfin pas tout à fait la majorité, 43%, 27%, 23%, 3% et 3%. Alors, on va voir que c'est pas 80%. C'est pas 50%. Alors, c'est quoi? Eh bien, on va essayer de voir. Donc, la population musulmane peut être divisée en 3 profils. Alors, je vais faire une petite précision parce que je vais m'appuyer sur l'enquête réalisée par l'IFOP, qui a servi de base à l'Institut Montaigne, vous savez, il y a 2 ans, qui a fait grand bruit, et qui est un petit peu différente que l'étude de l'Institut de sociologie de Berlin. Mais c'est parce que ça dépend des questions qu'on pose et comment on les pose. Alors, je précise. Donc, en gros, 3 profils. Un profil, vous voyez, d'après l'Institut de l'IFOP, 47% des musulmans en France sont sécularisés. Ce qui veut dire que, si on regarde un peu plus près, 50% ont plus de 40 ans. Ce qui veut dire qu'il y a 20 ans, vous voyez, c'était des jeunes. Et donc 50% se sont sécularisés. Par contre, vous avez un tiers qui ont moins de 35 ans et qui sont sécularisés. Maintenant, regardons, on va dire, les sécessionnistes. Alors, dans les sécessionnistes, eh bien, ça s'inverse. Et c'est là où c'est important, par exemple pour un chef d'entreprise, ou, j'allais dire, n'importe quelle personne qui a une responsabilité dans cette société, de voir les mouvements des environnements de population. Là, c'est l'inverse. 20% ont plus de 40 ans, donc les plus vieux sont moins sécessionnistes, et par contre, vous voyez qu'il y a 50% qui ont moins de 35 ans. Et donc, en gros, si on... Alors les identitaires, ce sont ceux qui affichent leur croyance musulmane, et mais qui ne vont pas être forcément en rupture de la loi, par exemple. Ils considèrent, et c'est là où ils considèrent, par exemple, que la loi d'Allah est supérieure à la loi de la République. Mais ils ne vont pas forcément aller contre, voyez. Ce qui fait que là, vous allez avoir, en gros, si on fait le total, 56%, 54% de sécessionnistes et d'identitaires. Or, d'après l'étude du WZB, on était à 73%. Et ça dépend tout. Effectivement, vous pouvez avoir des gens qui considèrent que la loi d'Allah est plus importante que la loi des hommes, mais ne vont pas forcément être en revendication. Par contre, j'allais dire, ce sont ceux qui sont capables de passer en revendication lorsque la majorité ou le pouvoir peut être pris par des islamistes. Voilà. Alors, je passe.
l'évolution de la pratique musulmane. C'est intéressant de voir comment aujourd'hui se pratique l'islam en France. Alors, pour comprendre les enjeux de la pratique musulmane en entreprise, comment évolue ça? Alors, je vous pose la question, classer par ordre décroissant les points les plus importants pour les musulmans aujourd'hui. Alors, c'est un peu compliqué, mais A, la nourriture halal, B, le port du hijab, le voile, C, la laïcité, un handicap à l'islam. Donc vous avez A, ce qui est le plus important, c'est d'abord la nourriture halal, ensuite le port du voile, et ensuite la laïcité. Je prends la réponse F, c'est d'abord la laïcité qui arrive en premier, ensuite le port du hijab, et enfin la nourriture halal. Alors il faut prendre un petit temps quand même pour se dire, qu'est-ce qui, d'après ce que je vois, d'après ce que qu'est-ce qui est le plus important? Vous voyez, par ordre décroissant aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas trop quelle est finalement la pratique des musulmans en France. Et parfois c'est un espèce de package dans lequel on va le voir, j'anticipe avant les réponses, mais c'est beaucoup plus culturel que religieux. Alors, avançons. Ouais, on est à 30. C'est bien. Allez, on avance. Alors, voilà. 34% sur le A. Pardon. Ah oui, c'est moi qui le vois. Pardon. Voilà. Donc, on est à 34% sur la réponse A, et effectivement, c'est A, B, C. C'est-à-dire que ce qui va être le plus important, c'est la nourriture halal, le port du hijab, la laïcité. On va regarder sur ce tableau en 2016, mais ça n'a pas tellement évolué. L'Institut Montaigne a publié « Un islam français est-il possible ?» à partir d'un sondage qui a été fait. Et 80% des musulmans sont favorables à la nourriture halal. Et ça, dans les cantines scolaires. 70% des musulmans disent acheter toujours de la viande halal, 22% parfois et 6% jamais. 65% des musulmans en France sont favorables au port du hijab, du voile. S'appuyant, et on va le voir, sur une sourate du Coran, et en fait, il n'y a rien de religieux là-dessous, je vais vous le montrer dans un instant. 40% des moins de 25 ans sont favorables à la burqa. Et ça, c'est chez les jeunes, pas chez les personnes plus âgées. Et 40% considèrent que la laïcité est un handicap à la religion. Alors que dans toutes les classes d'âge confondues, seuls 24% y sont favorables. Donc, vous voyez. Ensuite, vous avez 33% qui considèrent que la charia est supérieure à la République. Et ça, c'est chez les moins de 30 ans. Donc, vous voyez, un tiers. Et un tiers, quasiment, favorable à exprimer sa pratique religieuse au travail. Et c'est de ça que je voulais pointer, où là, on est dans un changement et les futurs chefs d'entreprise ou les chefs d'entreprise d'aujourd'hui vont être confrontés à cette réalité. Voilà. Et donc, 25%, alors ça c'est plus étonnant, 25% sont favorables à la polygamie. Ceci est étonnant parce que, si vous voulez, ça serait trop long d'en parler, mais il y a en gros en France près de 200 000 personnes qui vivent avec une famille polygame. Ça c'est le directeur de Immigrate 2009, Francis Etienne, qui a pu fixer ça. Et donc vous voyez que c'est pas négligeable. Voilà. Et toute la question de mettre les enfants
Je sais que le président a parlé hier sur ça. Bon, il faudrait que j'ai plus de temps. Alors, la question que je vous pose, c'est que les musulmans s'appuient sur la sourate, ici 59, que je ne lis pas, mais ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes croyantes, de ramener sur elles leur grand voile, elles s'en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Alors, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Est-ce que vous voyez un musulman avec 3 de ses femmes? Si vous avez bien observé? Non, c'est un juif. C'est un juif. Et les juifs, j'allais dire, eh bien, extrémistes, ils voilent leurs femmes, mais vous voyez que c'est plus qu'un voile. Mais est-ce que c'est pas non plus chrétien? Oui, oui, oui. Allons plus loin. Les recommandations d'un texte chrétien du début du IIIe siècle, la 10... Hein? Non, c'est pas Saint Paul, c'est la Discalie des apôtres, qui dit une chose intéressante. Toi qui es chrétienne, si tu veux être fidèle, ne plaie qu'à ton mari, et quand tu marches sur la place publique, couvre-toi la tête avec ton habit, afin que le voile cache ta grande beauté, n'orne pas la face de tes yeux, mais baisse les yeux et marche voilée. IIIe siècle. Ce qui est intéressant, et un certain nombre de musulmans le disent eux-mêmes, c'est que les indications vestimentaires du Coran ne sont pas d'ordre religieux, c'est d'ordre culturel. Et dans les cultures, qu'elles soient juives ou qu'elles soient chrétiennes, les évolutions se sont faites, voyez, et on ne peut pas appuyer sur le Coran, sauf si effectivement on le considère comme un texte immuable, sacré, et donc non interprétable, non évoluable. Et c'est là tout l'enjeu de l'islam dans les années qui vont venir. Bien. Là, c'est simplement le voile, vous voyez, il n'est ni arabe ni islamique, hein. Vous avez la burqa, le niqab, l'hijab, etc. Là, je donne un peu des pourcentages des gens qui sont favorables ou pas favorables. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, j'avance, hein. En haut à gauche, vous avez 60% des musulmans qui considéraient que c'était une bonne chose d'interdire le port du voile en 2011. 60%. Et vous voyez que la loi datait de 2010. Et aujourd'hui, en 2019, ils sont plus que 31%. Et la courbe s'est complètement inversée. 33% étaient opposés à l'interdiction du port du voile, et ils sont aujourd'hui 59%. Donc on voit qu'il y a eu une évolution dans notre société depuis l'année 2011. Voilà. Alors, la question du voile est éminemment liée à une condition politique et sociale. Des hôtesses de l'air, en 1960. Est-ce Air France? Est-ce... Eh ben non, c'est Air Iran. Et sur ce, notre ami Khomeini vient en 79, et vous allez avoir eh bien une modification, vous voyez, des tenues. Donc c'est le ce que je veux illustrer par là, c'est que le changement de contexte, et voilà un basculement qui va se faire. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui tout ça. Un exemple rapidement, de 1500 à 1750 par exemple. Des centaines de milliers d'Européens sont passés à l'islam. On a oublié historiquement. Pourquoi? Ben, en fonction d'un contexte. À l'époque, l'Empire ottoman était puissant et l'Europe était assez affaiblie. Et les régences ottomanes d'Alger, de Tunis et de Tripoli, qui refont parler un peu d'elles, pour accumuler plus de richesses, se lancent dans la piraterie. Et la Méditerranée va devenir une espèce de champ de bataille, et des Européens vont être capturés. Hein, et pour obtenir leur liberté, ils avaient deux possibilités, soit de payer une rançon, soit de devenir musulmans. Donc les riches restaient chrétiens et payaient une rançon, les pauvres devenaient musulmans, et ils pouvaient être libérés. Il y a même des congrégations qui se sont créées à cette époque-là pour racheter ces captifs. Hein.
Alors, du temps des Omeyyades, c'est pareil. Des chrétiens byzantins sont devenus musulmans à cause de quoi? Tout simplement de la fiscalité. Fiscalité, c'est que demain, on vous dit, vous ne payez pas la TVA si vous êtes musulman. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont, qui sont chrétiens culturels, qui vont, voilà, prendre leur carte du parti quelque part. Hein. Voilà. Alors, ça c'est une petite image pour un clin d'œil par rapport à la révolution égyptienne qui a fait beaucoup parler d'elle. Je passe. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles font partie des piliers de l'islam? Ça c'est intéressant de savoir. A. Les 5 prières par jour, le ramadan, le pèlerinage, l'aumône, la confession de foi. Ou B. Les 5 prières par jour, le ramadan, le pèlerinage, l'aumône, manger halal. C. Le ramadan, le pèlerinage, le port du voile, manger halal, la confession de foi. Laquelle? Oh, c'est facile. Compte tenu de ce que nous venons de voir sur l'évolution de l'islamisme et des futurs jeunes musulmans qui vont arriver sur le marché du travail, je pense que c'est important aussi de comprendre les fondamentaux de la pratique musulmane pour bien voir ce qui est de l'ordre du religieux et ce qui est de l'ordre du culturel. Voilà, on est à peu près à 30. Allez, on avance parce que je suis en retard. Oui, voilà, mon Dieu. Alors, bien sûr, c'est le A. C'est le A, et le A, vous voyez que dans le A, les 5 piliers qu'on retrouve ici, il y en a 2 qui peuvent poser question pour l'entreprise. C'est le ramadan, le jeûne, et c'est la prière. Alors, la prière, il faut bien comprendre que la prière musulmane, les 5 prières par jour, ne sont pas des prières au sens où on l'entend au niveau chrétien. C'est des prières liturgiques, c'est-à-dire c'est des prières qui imposent un rite, une façon de faire, une manière il faut qu'il y ait un environnement. C'est comme la différence, c'est comme si, je ne sais pas, un chrétien disait à un patron, écoutez, moi j'ai besoin de faire l'Eucharistie dans votre entreprise. Voilà, c'est du même ordre, pour qu'on comprenne bien. Or, c'est vrai qu'il y a des situations absolument incroyables où vous allez avoir des pratiques religieuses des prières par jour qui vont se faire dans les toilettes, dans des conditions innommables, j'allais dire. Hein. Bon. Donc, les 2 points fondamentaux, c'est le rituel et la prière rituelle 5 fois par jour. Alors, qu'en est-il? Est-ce que c'est vraiment la majorité des musulmans qui vont demander ça ou pas? Ben non. Ben non. Alors, regardons. D'après l'enquête de la vie, je reprends, ça a été fait en 2007, mais en 2017, les chiffres ont un peu évolué. Mais vous voyez, par exemple, pour les catholiques, en France, vous voyez, en 2007, 64% des Français considéraient comme chrétiens. En fait, aujourd'hui, c'est 58%. Voilà, ça diminue un peu. Mais la pratique religieuse n'a pas trop évolué, d'après l'enquête de l'IFOP et de l'Institut Montaigne. Et c'est pareil pour les musulmans. La prière à la mosquée, il y a 2500 mosquées en France. Hein. Elle n'est jamais pratiquée par plus de 60% des musulmans. 60% des musulmans ne vont jamais à la mosquée. Il faut le savoir. Et 70% des musulmans en France n'ont jamais lu le Coran. Il faut le savoir aussi. Parce que du coup, les références ne sont pas des références de type religieuse, théologique, on va le voir, culturel. Alors, par contre, 70% achètent du halal, et donc c'est... Ce qui est sur ce camembert ici, je vais simplement vous montrer, vous voyez, la proportion catholique, protestants, juifs et musulmans. Je l'ai mis en rouge. Il n'y a plus de piles? Oui, il n'y a plus de piles. Ah, je vais parler plus fort ou tu me donnes un micro baladeur? Je continue quand même en parlant plus fort. Vous voyez que sur ce camembert, là, on voit quand même la proportion. Et c'est important d'avoir cette proportion. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre toutes les religions sur le même plan.
Et si vous voulez, quand on est dans un pays démocratique, c'est quand même la majorité qui l'emporte et qui positionne, par exemple, les fêtes. Et les fêtes chrétiennes ou les fêtes musulmanes ne peuvent pas être mis au même niveau. Donc ça, c'est très important d'avoir un peu cette vision des choses. Et on remarque que dans la pratique musulmane, on a plus une dimension identitaire que religieuse. Ça, c'est d'après les études du CNRS. La pratique religieuse musulmane n'est pas plus importante que dans l'Église catholique. Eh oui. Mais la visibilité n'est pas la même. La minorité est beaucoup plus voyante que la majorité qui est beaucoup plus discrète. Donc c'est intéressant d'avoir ces chiffres. 6% font le pèlerinage à la Mecque, 70% au Ramadan, 35% boivent de l'alcool, etc. Alors, on voit qu'il y a la montée du sécularisme, de la sécularisation et de l'athéisme au monde musulman. Le monde musulman est comme toutes les sociétés et toutes les religions touchées aussi par ça. En dehors de la France, ça ce sont des chiffres en dehors de la France, vous voyez que 75% se réfèrent à l'islam, mais il y en a plus de 20% qui n'ont plus de référence à l'islam. Pareil au Maroc et compagnie. Mais ils ne le disent pas. Alors, il n'y a que 2 ou 3% qui affichent véritablement leur athéisme. Bon, ces chiffres, ça permet de voir ici la différence entre ceux qui prient chaque jour, leurs 5 prières par jour, et ceux qui sont simplement d'origine musulmane. Vous voyez que le décalage est de 64. C'est-à-dire qu'il y a un énorme décalage sur cet histogramme entre les croyants et les musulmans. Donc vous avez à voir pour une entreprise très peu de cas de musulmans qui vont revendiquer ou qui voudraient la prière dans l'entreprise. Donc parfois il ne faut pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Voilà. C'est ça que je passe. Ça c'est un petit peu l'évolution de la pratique dans les mosquées, et on voit que dans certains quartiers, la pratique dans les mosquées augmente de 40% chez les jeunes, 18 à 24 ans. Alors Jérôme Fourquet, vous connaissez sans doute, disait en 1989, beaucoup ont cru à une crise d'adolescence et qu'il suffisait d'être patient, que le monde musulman va finalement évoluer, s'opposant à l'exclusion des collégiennes voilées de Creil. SOS Racistes estimerait que le djinn, finalement, finirait par l'emporter sur le tchador et sur le voile. Avec 30 ans de recul, et alors que les jeunes qui avaient 15 ans à l'époque en ont aujourd'hui 45, on voit que l'empreinte de la religion sur cette population ne s'est pas effacée, bien au contraire. Alors, en conclusion, Jean-François, cet après-midi le fera, mais je voudrais simplement donner 2 choses, 2 points essentiels. La première, c'est le respect de la culture d'accueil, son histoire, son identité, ses valeurs, et en particulier celles propres à une entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est une communauté, comme on nous l'a souligné. Et donc, on n'y entre pas simplement pour avoir un job. On y entre pour faire partie d'une communauté. Ça, c'est très important. Et donc, il y a un respect. Et le respect doit se faire dans, j'allais dire, de façon très concrète. La deuxième chose, c'est qu'il ne... Ben, décidément, mais il est temps que j'arrête. Il ne s'agit pas d'islamiser, voire de christianiser l'entreprise. Et ça, ceci est extrêmement important. Et donc, aucune revendication de pratique religieuse, islamique, chrétienne, juive ne peut être faite au sein de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple tout simple que j'aime, c'est la règle de Saint-Benoît. La règle de Saint-Benoît, ora et labora. Prie et travail. Magnifique. Les bénédictins ont créé des entreprises, comment on dit,
de tendance, une vraie tendance. Hein, voilà. Ils sont spécialistes dans la bière, ils sont spécialistes dans tel ou tel, voilà, le fromage et je passe. Le travail d'un bénédictin, il est ponctué par la prière, 7 fois par jour, le port de l'habit religieux, le temps de lectio à table, en silence, la séparation homme-femme, le jeûne et l'appel à la prière. Ah oui, c'est à la cloche. Et quand la cloche du monastère sonne, tout le monde doit s'arrêter de travailler. La règle de la communauté, le droit canon, etc. Supposez qu'il y a un bénédictin qui vienne demander à entrer dans une entreprise. Ben, on ne peut pas l'embaucher. S'il demande et s'il exige, cette très belle vocation. Vous voyez que, autant j'apprécie, j'aime les bénédictins, autant on ne peut pas revendiquer cette démarche au sein d'une entreprise. Je prends exprès une entreprise, comment dirais-je, un exemple chrétien, mais vous voyez que cela peut être transposable à l'islam. Alors, pour exister, l'islam a besoin d'islamiser son environnement. On va islamiser la science, par exemple. On va islamiser tel ou tel aspect de la société. Et ça peut se faire de différentes façons, on le voit. Ça peut se faire par l'intimidation, ça peut se faire par la provocation. Moi, j'ai eu, en tant que prof à Centrale, des jeunes filles qui cherchaient à provoquer, voilà, en disant « je porte le voile en TP de chimie ». Oui, mais ton voile, il est en nylon, là, c'est sûr que tu vas flamber. C'est pas l'objectif. Alors, il faut que tu retires ton voile. Non. Alors, tu auras 0. Oui. Mais je porte plainte. Alors, ça fait tout un pataquès, vous voyez. On a trouvé des charlottes, on a trouvé des trucs, on a trouvé des... Voilà. Mais, en fait, la seule solution qui est arrivée, et qui arrive aujourd'hui, si les présidents d'université ont le courage de le faire, c'est un règlement. Et c'est le règlement intérieur qui permet, comme dans une entreprise, d'avoir un contrat et de dire à celui qui va venir, eh bien, voilà les conditions dans lesquelles tu vas travailler, les conditions dans lesquelles tu vas étudier, etc., etc. Voilà, j'ai été très long. Ce que je peux peut-être dire, c'est que l'islam face à l'avenir, étant à la fois religion et idéologie, l'universalisme islamique est incompatible avec le monde aujourd'hui. Je vous ai mis quelques déclarations, que ce soit celle d'Erdogan, vous voyez, sur la laïcité. Il dit on ne peut pas être à la fois laïque et musulman. Ou le roi du Maroc qui dit je ne suis pas un chef d'État laïque, car à partir du moment où on est musulman, on ne peut pas être laïque. En réalité, tous les chefs d'État du monde musulman ne sont pas des chefs d'État laïques. Vous voyez, on n'est pas dans la même logique et dans les mêmes appréhensions. Et c'est vrai que du coup, ça pose un vrai problème au niveau du monde musulman, qui dans les années qui viennent va être confronté soit à une implosion, soit à une explosion, je ne sais, mais qui, parce qu'on le voit bien, il y a une tendance aujourd'hui à, comment on va dire, à trouver des solutions. On va terminer en écoutant ce que vous avez peut-être déjà entendu, qui est le président Sisi, qui s'adresse à l'université d'El-Azhar. C'est sous-titré. أهمية الخطاب الديني وأنا هرجع وأقول إن إحنا مش متحركين في ده الخطاب الديني الحقيقي. الإشكالية مش موجودة أبدا في عقيدة. الإشكالية ممكن تكون موجودة في فكر. الفكر ده يقدس بينا. هو ده اللي إحنا بنتكلم عليه الخطاب الديني اللي نقصده اللي هو بيتناغم مع عصره. أنا بكلم هنا على أهل الدين والمسؤولين عنه. لازم نتوقف كثيرا الحقيقة، نتوقف كثيرا
على الحالة اللي موجودة، وأنا اتكلمت في الموضوع ده مرة واتنين الحقيقة قبل كده. نتوقف كثيرا قدام الحالة اللي احنا موجودين فيها. مش معقول يكون الفكر اللي احنا بنقدسه ده يدفع بالأمة دي بالكامل إن هي تبقى مصدر للقلق وللخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها. مش ممكن يكون الفكر ده، أنا مش بقول الدين، أنا بقول الفكر ده اللي تم تقديسه، نصوص وأفكار تم تقديسها على مئات السنين، وأصبح الخروج عليها صعب قوي لدرجة إن هي بتعادي الدنيا كلها، بتعادي الدنيا كلها. يعني الواحد 6.10 مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هم؟ مش ممكن. الكلام ده أنا بقوله هنا في الأزهر، هنا أمام رجال وعلماء الدين. والله لأحاجيكم يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى على اللي أنا بتكلم فيه ده دلوقتي. أنت مش ممكن تكون وأنت جواه حاسس بيه، مش ممكن وأنت جواه تكون حاسس بيه. لازم تخرج منه وتتفرج عليه وتقراه بفكر مستنير حقيقي. ده أنت محتاجين تتوقفوا بشدة. وأنا بقول تاني، إحنا محتاجين ثورة دينية. Voilà, c'est devant l'université d'Al-Azhar. Donc, vous voyez que c'est toute cette problématique. On sent que ce monde est agité, et c'est quand même un chef d'État qui s'adresse aux représentants officiels du sunnisme, voilà, pour leur dire, en gros, il y a une évolution à voir. Alors,